dit, supposons, le 22, vous arrivez devant le palais de la Nation, vous demandez à Tshisekedi de démissionner et qu'effectivement, il vous obéit, il démissionne. Qu'est-ce qui va se passer? La suite viendra après. Comment ça? Vous n'avez pas prévu ça? Nous allez laisser le pays dans l'air comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Fayoulou devient président de la République ou bien Kabila revient au pouvoir? Si quelqu'un est capable de ne pas respecter la Constitution, vous pensez qu'il va vous obéir à démissionnant? Je ne pense pas. On a baissé le taux du dollar ici, en faisant perdre à la population son pouvoir d'achat. Aucune coalition, aucune pression, zéro sit-in. Mais dès que Tshisekedi a dit « j'ai envie de rester un peu un mandat de plus à la tête du pays », vous voilà mobilisé comme jamais auparavant. Ça donne l'impression que les vrais problèmes de la population, ça ne peut pas vous unir. On vous voit unis maintenant. Fayoulou est prêt à s'associer à Kabila maintenant. Mais quand la population souffre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cette unité de l'opposition pour revendiquer les droits de la population? Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir pour parler politique et cela sans filtre. Vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi. Nous sommes à la fois à la radio et à la télévision pour décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo. Cette semaine, l'opposition avait donné rendez-vous à la population congolaise pour manifester et aller déloger Félix Tshisekedi le 8 juillet. Manifestation finalement reportée parce que l'opposition a reçu l'invitation du président en exercice de l'Union africaine au Burundi. Ils ont été reçus, ils sont revenus et beaucoup racontent qu'ils y sont allés pour leurs intérêts. Ce soir, on va décrypter donc la position de l'opposition par rapport à ces appels à manifester. Est-elle toujours en position de force? Est-elle revenue là où elle était avant de reporter sa manifestation du 8 juillet dernier? On en parle ce soir avec mon invité. Toujours dans ce cadre, on parlera aussi des décisions prises par les différents maires à travers la République, notamment celui de Lubumbashi et de Kolwezi, ceux de Lubumbashi et de Kolwezi, qui ont interdit toute manifestation publique regroupant plus de 2 personnes. Est-ce une mesure politique? Parce que pour la plupart, ils évoquent des raisons sanitaires, notamment lutter contre la propagation du virus Ebola. On va analyser tout ça. Puis on parlera du budget national qui a été revu à la baisse. En tout cas, la loi rectificative a été jugée recevable par le Sénat au cours de cette semaine. Est-ce un signe de la faiblesse de la gestion du gouvernement Tshisekedi? On en parle ce soir avec mon invité qui est Madame Lorraine Capen-Tissol. Vous êtes cadre du LGD, parti d'opposition. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Merci pour l'invitation. Je pense qu'on va vraiment donner les vraies informations que tous les Congolais attendent de savoir, surtout pour le camp C64. Camp C64, donc est parti votre mouvement politique dirigé par M. Matata Pognos, sénateur, ancien Premier ministre. Le regroupement C64 avait appelé la population à manifester et à aller déloger Félix Tshisekedi le 8 juillet, mais avant la fin de la semaine dernière, en week-end, le 3 dernier, votre regroupement ou votre coalition a dit reporter cette manifestation pour répondre en urgence à une invitation du président de l'Union africaine, M. Evariste Ndayishimiye. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Est-ce que vous aviez raison de reporter cette manifestation? Sûrement, on avait raison de reporter cela parce que c'est le président de l'Union africaine en exercice qui nous a appelés. Nous, on respecte la Constitution et on les respecte en tant que président. On était parti écouter ce qu'il devait nous dire. Peut-être ça devait être voie par laquelle on devait écouter Christouko. C'est comme ça. On a ramené notre marche pour le 22 qui est d'ailleurs maintenu. Le 22, on sera ensemble avec tous les Congolais pour demander à ce qu'il n'y ait pas changement de constitution, qu'il n'y ait pas même révision de la constitution pour que M. Tshisekedi puisse respecter la constitution sur laquelle il a prêté serment de respecter le 24 janvier 2019. Je voudrais comprendre la logique de l'opposition congolaise. M. Ndayishimiye, bien sûr, il est président de l'Union africaine, mais c'est un ami qui ne se cache pas de Félix Tshisekedi. En tout cas, sa proximité avec le président congolais n'est plus à démontrer.
vous faites une forte mobilisation, vous mettez la pression sur le pouvoir de Tshisekedi, et comme par magie, c'est lui, l'ami proche de Tshisekedi, qui vous dit « Abandonnez d'abord, venez-vous vous laisser tomber ». Ne vous êtes pas fait... Est-ce que vous ne vous êtes pas fait avoir par l'ami de Tshisekedi, excusez-moi? Même pas. Il y a un adage, souvent, couramment on parle en Swahili, « Kamamuntana kuita, landa kuichikanawe ». Nous, on était partis l'écouter en tant que président de l'Union africaine. D'abord, il fallait un exercice. Il ne fallait pas oublier cela. Et aussi, c'était important de les rencontrer. Question à ce Qu'est-ce que vous avez gagné si c'était si important? Qu'est-ce que vous avez gagné en allant le rencontrer? D'abord, ce n'est pas l'opposition qui a gagné, c'est les Congolais qui ont gagné. Quoi? Je suis en train de m'expliquer. Les Congo a gagné. Pourquoi? Parce que si c'était dans les propres intérêts des opposants, ils pouvaient laisser tomber et revenir nous dire on annule même la marche du 22 et on va voir ce qui va arriver après. Mais quand on était parti là-bas, on lui a demandé, on lui a donné aussi des exigences sur lesquelles on pourra passer pour aller au dialogue, qui est tout à fait normal. Et c'est ce qu'on a gagné. Parce qu'on ne s'est pas laissé faire ou tomber dans son piège. On est parti, on a répondu, on a donné aussi nos exigences par rapport à son attente. Et on est resté jusque-là qui est de poisson. On n'a pas trouvé la vraie quintessence. On va entrer dans le fond dans un instant de la rencontre de Bujumbura. Mais restons sur la forme. Vous avez accepté d'y aller. Je disais tout à l'heure l'implication de Tshisekedi et de la proximité avec le président burundais. Le président Denis Sanga de l'opposition, quelques jours avant d'aller à Bujumbura, il s'est vu interdire de quitter le territoire national. Son passeport avait été même saisi avant de lui être restitué. Et comme par miracle, quand c'est Ndayishimiye qui l'appelle, il a l'autorisation de voyager, il a son passeport, il va, il revient. Bien sûr qu'à son retour, il y a eu quelques soucis, on en parlera. Je repose ma question. Est-ce que vous ne voyez pas que vous, l'opposition, vous vous êtes fait avoir dans un jeu dont Tshisekedi est le maître actuellement? Ici, je ne vais pas seulement parler de l'opposition, je parle du Congolais en général. Oui, mais on parle ici de l'opposition, je suis en train d'y aller parce que vous n'allez pas me dire que les cortèges, les bandes de Barimkatariaka, cortège à président Koupita, c'était les opposants à Kinshasa. Ce n'était pas les opposants, c'était les Congolais. C'est comme ça, ici, je me reste qu'on parle au nom des Congolais parce que les gens qu'on mobilise, ce ne sont pas seulement de l'opposition, ce sont aussi des Congolais qui veulent à ce que les histoires changent, qui veulent à ce qu'on ne puisse pas changer la Constitution. On ne s'est pas laissé avoir. Vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il y a beaucoup de choses changées quand. Comment ça fait-il que vous avez ravi le passeport et puis après vous remettez sans nous donner les justifications, sans nous donner les raisons pour lesquelles vous avez remis le passeport de notre président Sanga. C'est là, je prouve de la paire de pouvoir en place qui a contre le peuple congolais parce que le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours et vous pensez que c'est par peur que Tshisekedi a finalement, en fait Tshisekedi c'est trop dire que le pouvoir de Kinshasa a finalement restitué le passeport de Denis Sanga. Je ne pense pas que c'est seulement moi, ensemble avec les Congolais, y compris les régimes en place. Oui, mais les Congolais au nom desquels vous parlez, on a du mal, en fait ce Congolais a du mal à comprendre un peu la position de l'opposition. Maintenant dans les fonds, l'opposition C64 et les religieux, on le voit en photo ici, vous avez été reçu par le président Ndayishimiye le 6 juillet dernier et le président Ndayishimiye a reçu chaque groupe par groupe ou entité par entité. Oui. N'est-ce pas là la réalisation de ceux qui disent diviser pour régner? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas, ils ne pouvaient pas recevoir l'ensemble parce que vous semblez avoir une même cause? Pourquoi il a divisé l'opposition? Pour vous affaiblir? Non, il n'a pas divisé l'opposition, il ne nous a pas affaiblir également. Mais il faudrait comprendre que nous, on fait la politique et l'Église ne fait pas la politique. Il faut faire la part des choses. Oui. Il faut faire la part des choses. C'est comme ça. C64 ensemble. Non, C64, on était ensemble. Séparément. Non, on était ensemble. Ils sont entrés à 5. Vous n'allez pas me dire ici qu'ils sont entrés 2 ou 1. Okay. Et tous 5, ils sont entrés. Et après, les représentants des églises sont entrés aussi. Bon, il faut faire la part des choses, comme je l'ai dit. Ils sont de l'Église et nous, on fait la politique. Donc, même s'il faut aborder la question de l'opposition, on ne va pas aborder au même angle, nous tous. Ok. Ouais, c'est la raison pour laquelle il ne nous a pas réussi ensemble. Justement, quelles sont les conclusions de ces échanges avec... qu'est-ce que la population doit retenir?
vous êtes y allé, vous avez parlé de quoi? On nous dit, en tout cas, selon les échos de communicateurs de la majorité au pouvoir, vous êtes allé là-bas pour plaider la cause de Joseph Kabila qui doit revenir au pays. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir des échanges de l'opposition avec le président de l'Union africaine? Déjà ici, j'ai du mal à situer, à savoir c'est quel communicateur du pouvoir, parce qu'ils sont vraiment nombreux. Est-ce que la personne qui avait communiqué, il est habilité de les faire, ou bien ce sont des personnes qui s'élèvent d'un bon matin, ils s'approprient et ils deviennent communicateurs? J'ai du mal à croire à ça. Et ce qu'on avait parlé là-bas, premièrement, papa, la République démocratique du Congo n'est pas une maison. Là où si tu veux vendre, tu vas décider les personnes qui vont y participer. Parce que si c'est ta maison, tu vas dire, mais si Alain ne va pas participer, Kouvandia Nyumbangu, Madame Tel ne va pas participer et l'autre ne va pas participer. Mais ça, c'est l'affaire du Congo. Comme l'a dit Madame Simejinga il n'y a pas une semaine, elle l'a dit, je vais la paraphraser, elle avait dit ceci, il faudrait à ce qu'on aille ma dialogue, et les dialogues il est à Kouya, il y a Bantu Bote Manikala autour d'une table, et là on va chercher c'est quoi les véritables problèmes. C'est ça même la véritable héritage que nos aînés peuvent laisser pour nous qui sont en train de penser à ce qu'on va les remplacer, qui se mettent autour d'une table et parler au nom du Congo. Vous n'allez pas faire dialogue sans qu'on puisse appeler les gens qui ont des armes. Nous, on fait l'opposition sans armes. Et si aujourd'hui on se mettait autour d'une table, nous, l'opposition sans armes, on n'appelle pas Kabila, on n'appelle pas les autres. Pensez-vous que la guerre va finir? Je dis non. Pensez-vous qu'on va trouver la paix? Je dis non. C'est comme ça l'opposition a demandé à ce que, avant qu'on aille aux élections, avant qu'on aille au dialogue, il fallait que monsieur président, mais pas seulement monsieur Kabila, il fallait que Bale Bote ba opposant bekum exil, Bote ba roudier, Bale bekum prison, Bote ba toke, ba ite na Bale benye ba chaque beba ma arme, bekale ku meza et puis ba trouver solution pour la RDC. Donc si je comprends bien, jusqu'ici c'est Félix Tshisekedi qui posait les conditions pour organiser un dialogue. Maintenant, c'est vous, l'opposition, qui posez des conditions? Parce qu'on nous a appelés. C'est l'invitation qu'on avait reçue. Oui. Et quand on a reçu l'invitation, on a entendu ce qu'on nous a dit. On a posé aussi des conditions. Vous venez de dire ici que c'est l'ami de M. Tshisekedi. Je pense que c'est M. Tshisekedi qui est en train de parler dans la peau de M. Variste. Qui peut douter parce que vous venez de le dire? Personne. Et c'est comme ça qu'on l'a posé aussi des conditions. Ce n'est pas pour l'intérêt de l'opposition, mais l'intérêt de tous les Congolais. Si aujourd'hui on trouve la paix, ça ne sera pas seulement pour l'opposition. Ça sera et pour les gens qui sont au pouvoir, et pour la majorité, société civile, et aussi l'opposition. Du coup, c'est le Congo qui va gagner. C'est le Congo qui va gagner. Oui. Je reviens sur ma question de tout à l'heure. Exactement, quelles sont les conclusions des échanges avec Ndaïssimé? Qu'est-ce que la population doit retenir? Quelle lecture cette population doit avoir après avoir annulé, plutôt reporté la manifestation du 8 juillet dernier pour aller répondre à cette invitation? En quelques mots, en grande ligne, on retient quoi? La population doit retenir ceci. Nous, on est parti et on a donné des conditions. Et ma condition. Il vous a appelé pour vous écouter seulement? Non, on a parlé, parce qu'on ne va pas dire que c'est seulement nous qui étions en train de parler. Ouais. Et c'est lui qui nous a invités, et nous, on est parti répondre à l'invitation. Ça veut dire que c'est lui qui a commencé par parler, et nous avons répondu, ouais, à ses attentes. Oui, et c'est Moulé Matante, Moulé Tourisema, il faudrait tenir des dialogue avec tout le inclusif. monde. Oui, avec tout le monde. Et les gens qui ont déjà porté des armes, et les gens qui sont en exil, et les politiques qu'on a déjà arrêtés. Bote Batoke, Bekale autour d'une table. Kamatou a respecté les membres. Le C64 va continuer avec ma activité, les tours à organiser mon province. La population doit retenir juste que vous avez posé vos conditions, c'est tout. Nous avons posé, il y a toujours eu échantillon. Oui. Nous avons posé des conditions pour sortir de crise. On n'a pas posé des conditions pour rester dans ça. C'est ce que la population doit retenir dans tout ça. Dans tout ça, donc, vous avez posé les conditions avant le dialogue. Si je comprends bien dans ce que vous dites. Et puis, il faut ajouter que nous avons demandé à M. Tshisekedi, au président de la République, Yakushimama, sur la place publique, rehausser, comment qui a un changement de la Constitution et membre qui a référendum. Il doit le faire publiquement. Comme on nous a toujours averti, le président doit parler, il doit le dire, il doit le faire. Et tout le monde saura que non, il a mis terme. Quand il y a le projet, il y a changement à la Constitution. Attendez. Et aussi à révision. Oui, on a entendu le président Jean-Marc Kabound le dire avec les autres membres du Présidium. Donc, vous voulez que le président Tshisekedi fasse un discours dans lequel il doit publiquement
Oui. Renoncer à toucher à la Constitution? Bien sûr. Mais c'est une violation de la Constitution. Mais ce n'est pas une violation, papa. Oui, mais attendez, madame, doucement. On peut comprendre bien le combat de l'opposition, mais dire à un chef de l'État de ne pas réviser la Constitution alors que la Constitution lui donne les prérogatives de réviser cette Constitution, c'est une violation de la Constitution. Soyez d'accord avec moi? Non, je ne peux pas être d'accord à l'instant dans le contexte où nous sommes maintenant, Okay. Parce que le pays est en guerre. Comment on peut changer la Constitution avec un pays qui Non, on est ne parle en pas du guerre? changement, on parle de la révision de la Constitution. Nous, on voudra à ce que les présidents puissent rehausser à ce qu'il n'y aura pas ni changement de constitution, ni changement de la constitution. Et on doit trouver d'abord la paix dans notre République démocratique du Congo. Parce que papa, là, je ne vois pas celui-là qui est capable, après changement de constitution, aller à l'Est pour leur expliquer la nouvelle constitution. Et je ne vois pas aller au référendum sans les 2 provinces qui sont occupées. Est-ce que vous avez suivi les discours du chef de l'État du 30 juin dernier? Ce sont des redites. Oui, à propos de ce point, justement, changement, révision de la Constitution, etc. Est-ce que vous l'avez suivi? Nous l'avons suivi, c'est comme ça que je dis, ce sont des redites. Oui, mais vous enfoncez une porte ouverte. Le chef de l'État a été clair. Il a dit qu'il ne veut pas de précipitation dans ce débat sur la modification ou le changement de la Constitution et il ne veut pas non plus la manipulation. En d'autres termes, il dit qu'il ne veut pas de ce débat maintenant. Non, si vous dites qu'il ne veut pas de ces débats, je pense qu'au Sénat, oui, cette loi est déjà passée. Oui. Et s'il ne voulait pas, il pouvait mettre stop, il pouvait demander à toutes les institutions d'arrêter. Il a envoyé ça à la Cour constitutionnelle. C'est là que je suis en train de vous dire, papa, vous ne pouvez pas chercher la chose et son contraire. Vous dites non, nous ne voulons pas qu'on continue à faire ces débats, parce que ces débats nous divisent, ce qui est vrai d'abord. Les débats des changements des constitutions, des révisions, référendums, ça nous divise et aujourd'hui, on ne sait pas savoir qui est vrai Congolais, qui n'est pas vrai Congolais. C'est comme ça pour qu'on puisse clore à ça, on veut se remettre ensemble. C'est question de mettre d'abord cette problématique-là à côté et de s'appeler, chercher, c'est quoi les vrais problèmes. Je l'ai toujours dit, mieux vaut la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Mettons-nous autour d'une table. Qu'est-ce qui nous chatouille? Qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'enfin on retrouve le Congo comme on avait vu le jour des passations de pouvoir le 24 janvier 2019. Le président Kabila, quand il sortait, il a laissé le Congo. Aujourd'hui, Congo n'a pas mort. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour récupérer notre Congo? Ce sont des sujets qu'on pouvait parler maintenant et non pas changement de constitution. Comment vous imaginez ces fameux dialogues, vous, de ce 64, qui serait autour de la table? Vous avez parlé de président Kabila. Mais est-ce que vous y voyez les rebelles comme les Corneille Nangaa autour de la table de dialogue avec vous en face? Qu'est-ce que vous diriez à Nangaa? Vous avez l'idée de Mbemaka, il était aussi rebelle. Mais le président avait compris qu'il s'agissait de problèmes du pays, de la RDC. Il a essayé de mettre son ego à côté et appeler venez Bachir Fuyama groupe rebelle. Venez, on va se mettre autour d'une table. On va faire 1+4. Et on avait trouvé la paix. C'est comme ça qu'il y a eu même passation du pouvoir. Je ne vois pas, un papa, c'est celui-là qui accepte Toto qui est beauté. La personne qui avait proclamé Papa Tshisekedi. Mais c'est Nanga. Je ne vois pas le mal là où il peut appeler Nanga, se mettre avec lui autour d'une table pour encore en discuter. Même dans nos familles, nous discutons. Mais à un moment, on s'appelle, on dit venez, on va parler même Kumutini, Yangaji. Pourquoi ne pas chercher les Bouchangaji? Pourquoi vous avez pris des armes? Pourquoi vous avez fait ça? Vous trouvez la solution et qu'on avance. Le Congo ne pouvait pas rester au niveau jusqu'à 55 ans, 56 ans d'anniversaire quand même, d'indépendance. Pourquoi vous n'approchez pas Tshisekedi pour essayer de comprendre pourquoi il est si intransigeant à propos de Kabila? Peut-être si vous comprenez ces raisons, vous pouvez avoir une possibilité de les rapprocher. Le bien aussi ou le mal aussi avec le pouvoir en place, c'est que quand il y a un secret, c'est quand c'est dans l'équerre. Quand la personne ouvre la bouche, déjà on connaît tout ce qui va se passer. S'il y avait un problème, je ne vois pas aujourd'hui ces silences. Donc ça veut dire et tous deux se reprochent de quelque chose. Okay. Comme et tous deux sont les sources de problèmes, ils doivent s'appeler. Papa, ils doivent s'appeler. Quand vous êtes 2 parents de ma famille à Kwachan, il y a un problème. Vous savez toujours des stratégies, les canaux par lesquels il faut passer pour trouver des solutions. Moi ici, je ne peux pas donner raison ni à Tshisekedi, raison ni à Kabila, mais je les rappelle à chercher
le canal par lequel il faudrait passer pour sortir dans ces crises, en entendant, demandant à M. Tshisekedi de ne pas revoir la Constitution. Très bien, on a compris. Mais en attendant, vous maintenez votre manifestation du 22 juillet prochain. L'objectif, ça reste toujours de chasser Tshisekedi? Oui, de lui demander de ne pas toucher à cette Constitution qu'il avait prêté serment, de respecter, de ne pas la changer, de ne pas la réviser. Et après lui demander que s'il osait de toucher, ça sera un coup d'État d'un régime. Comment ça va se passer pour que tout ce que vous racontez là, ils puissent l'entendre? Comment ça va se passer? Oui. Mais au travers les activités que nous aurons. Oui, mais le 22 juillet, qu'est-ce qui va se passer? Le 22 juillet, il y aura marche pacifique. Oui. On n'aura pas ni armes, on n'aura pas ni machette. Vous allez déposer un mémorandum dans lequel il y aura ces discours ou comment? Oui, Kinshasa va déposer et nous, en province, on va les faire aussi. À qui vous allez les déposer? Nous allons déposer à la personne qu'on va trouver au palais. Au palais de la nation? Oui, c'est la personne au bureau du chef de l'État? Oui, c'est là qu'on va aller. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est dangereux d'entrer dans ce périmètre sécurisé? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'amener la population pour se faire tuer? Non, on n'amène pas la population pour se faire tuer. Parce que vous savez que c'est une zone inviolable. Déjà qu'on a dit que ça sera marche pacifique. Donc ça veut dire nous irons comme les enfants de Maman Maria avec nos chemises blanches, avec nos robes blanches et on va aller pour discuter et déposer notre mémo. Si eux vont procéder avec violence, c'est eux qui vont tuer les gens. Et c'est eux qui vont faire en sorte que nos militants puissent rendre la vie. Vous voulez pousser Tshisekedi à l'erreur, c'est ça? Nous ne les poussons pas. C'est comme ça, vous avez vu même le Premier ministre de l'Intérieur, il a autorisé à ce qu'on soit sécurisé par la police. Et c'est comme ça qu'il n'y aura rien. D'après nous, il n'y aura rien. Je ne sais pas leur agenda caché, mais nous, on ne va provoquer personne parce que notre opposition, c'est une opposition très bien éduquée. Vous avez vu les deux activités que nous avons fait. Il n'y avait pas eu de plaintes. Il n'y avait pas eu de mort. De notre camp, il n'y avait pas eu du trouble ni des désordres, mais c'est venu de leur camp. Ah, le sit-in, il n'y avait pas eu de mort. Mais est-ce que c'est sorti de nous? Vous avez vu les policiers dans ma machette. Vous avez vu les policiers dans ma maïbe. Vous n'avez pas vu nos militants dans ma maïbe et dans ma machette. Donc ça veut dire que c'est eux qui ont poussé que les Congolais puissent rendre l'âme ces jours-là. Donc, l'objectif de la manifestation du 22 juillet, c'est de marcher pour dire à Félix Tshisekedi de ne pas toucher à la Constitution, de respecter les institutions. On vous reproche, par ceux du pouvoir, que quand il s'agit des intérêts supérieurs de la nation, on ne vous voit pas manifester. On ne vous a jamais vu manifester pour dire à Kagame de ne pas agresser le pays. Quand Nanga fait ses activités, on n'a pas vu l'opposition se réunir dans une coalition pour manifester et exprimer sa colère contre les agresseurs. Vous faites partie de l'ennemi, vous êtes en association. D'ailleurs, l'IDPS dit que vous êtes la branche politique du M23. Ici, je ne voulais pas trop entrer dans un parti politique, mais je voulais qu'on reste dans un régime. Si les régimes actuels nous traitent de ça, je m'inscris en faux. Ici en province, c'était en 2020, si je ne me trompe pas, nous avons marché pour soutenir nos FRDC à côté de la société civile. Est-ce qu'ils avaient vu ou qu'ils n'avaient pas vu? Ou ils étaient absents? C'est passé dans vos chaînes d'ailleurs. Et avec ça, vous allez dire que nous sommes complices ou tout branché et surtout que nous connaissons que les pouvoirs en place, à part accuser, ils n'ont pas de pistes de solutions à trouver ou des réponses à leurs accusations. Si nous les posons la question de savoir, vous avez des preuves, ils nous diront non. Donc sur ce sont des débats qui ne tiennent pas debout. Monsieur Alain, même déjà des questions qui ne méritent pas une réponse, surtout du régime en place. Vous n'accordez pas d'importance à ça? Oui. Alors, la marche du 22, oui, c'est une marche qui est censée se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Oui. Le maire de Kolwezi, par exemple, a interdit cette manifestation. Il évoque des questions sanitaires liées à la lutte contre la propagation de Ebola. Selon vous, c'est une raison valable ou c'est juste pour des raisons politiques qu'il a pris cette décision? Et c'est une décision prise jusqu'à nouvel ordre, dit-il. C'est une décision politique parce que déjà, si nous partons à la mairie, il n'y a pas que 2 personnes, il y a beaucoup de gens. En dehors de la mairie, il n'y a pas longtemps, il y avait Kolwezi Fashion Week. Là, Ebola était absent. Ebola dormait profondément, il ronflait même. Mais quand il s'agit d'intérêt d'une nation, là, on veut nous dire qu'il y a Ebola. C'est parmi les distractions et que, monsieur le maire, on n'avait pas demandé d'ailleurs l'autorisation. Selon l'article 26 de notre Constitution, on n'a pas demandé l'autorisation. On est parti l'informer. Monsieur le maire,
nous allons marcher telle date. Nous avons besoin de vous informer et nous sécuriser. C'était ça. Mais j'étais surpris de voir la réponse de monsieur le maire. Ou bien à la mairie, il n'y a que lui et son adjointe, les autres, ce sont des fantômes qui nous le disent. Et ici à Kolwezi, il n'y a pas Ebola. Ou soit on veut évoquer Ebola seulement le jour qu'il y aura marche, qu'ils nous le disent, qu'on le sache. Quand vous entendez le maire vous dire que les rassemblements sont interdits parce qu'il y a Ebola et qu'en même temps vous voyez ces images de la manifestation organisée ce vendredi à Kinshasa, manifestation au cours de laquelle la première dame a été conviée. Ça, ce sont des images de Kinshasa de ce vendredi organisées par les autorités. On voit le gouverneur de la ville de Kinshasa d'ailleurs, où on a interdit des manifestations au niveau de la commune de la Gombe. Quelle réaction vous avez à émettre? C'est là qu'on dit c'est la politique des deux poids, deux mesures. Et surtout qu'avec la réponse de monsieur le maire de Kinshasa, monsieur le ministre national qui a demandé à ce qu'on puisse nous encadrer les jours de la marche et voir aussi la réponse de monsieur le maire et ce qui est en train de se passer à la télé, je me dis c'est la politique des deux poids et des mesures. Et surtout que si on avait maintenu le jour, la marche le 8 juillet, on devait être en route. On ne devait même pas s'intéresser de cette réponse, on devait marcher. Parce qu'on ne veut pas marcher... Vous résistez à l'autorité? Non, nous ne résistons pas. Parce que ce qu'on devait dénoncer, c'est de là qu'il est aussi. Monsieur Alain, laissez-moi vous dire d'abord que ici, dans notre province, toutes les autorités sont de l'opposition. Comment ça? Toutes les autorités sont de l'opposition. Bon, tu trouves qu'on a beaucoup FCC. Durant sa fin, ma réunion, pour le 6e avenue. Qu'on vient me contredire. Je ne vois pas les gens de l'IDPS qui ont souffert pendant 37 ans. À quoi il y a prise de décision. Beauté, on était avec eux. Pour FCC. Donc ça veut dire que... Mais le maire de Kolwezi, il est de l'IDPS. Il est de l'IDPS, il n'y a pas pouvoir, il y a vous maire. Okay. Mais il était de... Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est vraiment de l'IDPS? Les véritables personnes de l'IDPS, c'est eux qui ont souffert pendant 37 ans. Ça va pas qu'à là, il balait, oui. Hein? Je peux même m'incliner. Si c'était lui qui avait donné une réponse, on pouvait lui dire, non, voilà, vous avez fait 37 ans de marche, vous n'avez rien changé et tout. Mais lui, on va les reprocher de quoi? Vous pensez que c'est un cadre de l'UDPS déguisé qui rapporte les méthodes de Kabila à l'UDPS? Non, je n'ai pas dit ça parce que dans ces cas, il faut pas... Dans ces cas, il faut pas mettre... Non, sous Kabila, les marches étaient interdites. Si vous dites que le maire n'est pas vraiment de l'UDPS, donc on sous-entend qu'il a juste la peau de l'UDPS, mais à l'intérieur de lui, c'est un membre. Je ne voulais pas en arriver jusque-là. Parce que vous avez cité le FCC et qu'il continue avec les méthodes du FCC. Je ne voulais pas arriver jusqu'à votre question, mais je suis en train de vous faire comprendre que toutes les autorités, nous étions avec eux à l'FCC. Mais aujourd'hui, si les mêmes autorités veulent nous refuser, nous, leur famille biologique des marchés, je me pose la question. On veut renier son sang, on veut renier sa famille parce qu'on a une pression politique. Et maintenant, voilà comme le ministre de l'Intérieur vous a autorisé. Cette fois-là, il y a Nini Moulettre. Parce que vous déposer une lettre. Oui, mais c'était écrit jusqu'à nouvel ordre. Donc, s'il y a un nouvel ordre, on pourra autoriser. C'est là que vous allez comprendre que c'était la pression politique de lui-même. Connaissant M. Massengo, il ne peut jamais faire ça. Je pense que même quand il signait là, il regrettait même pourquoi il refusait de nous voir marcher le 8 mars. Ça, je le sais. Maintenant que c'est possible de manifester sans que les forces de l'ordre viennent vous empêcher de le faire, est-ce que vous pensez toujours réussir cette manifestation? Parce que, disons-nous la vérité, on est entre nous, et ici on parle politique sans filtre. Les deux précédentes manifestations, n'eût été la résistance de la force publique, ça n'aurait pas eu l'écho que ça a eu au niveau international. Parce que ce sont les images des chicotes qu'on a vues qu'on a pu en parler sur les médias internationaux, etc. Est-ce que vous imaginez que si on vous laisse marcher en paix, ça aura le même engouement? Mais je reviens au 3 juin, le jour des villes mortes. Moi, j'ai pris le temps de prendre la moto. J'ai commencé d'abord par la mairie. Je me dis déjà, l'autre autorité, il avait accepté les mots d'ordre. J'ai vu les agents de l'État. Dès qu'on a été si vous ne venez pas, ils ont respecté les mots d'ordre. Pas seulement là-bas. Je suis passé même du côté gouvernorat. Je suis passé à la cité. Je suis passé à Kassoulou. Je suis allé en ville. C'est autour de 11h,
11h30, est-ce que là, papa, il y avait la police? Mais vous et nous, on a vu que la police, investisseur, tout est mis sécurisé, et avec ça, vous allez dire qu'il y avait la pression, il y a militaire. Non, vous avez vu même le motard à Kinshasa, quand les avait payé les carburants pour dire, Bantu, et aussi non, cette activité, c'était une réussite totale. Même vous, vous êtes au courant, vous êtes certain que c'était une réussite totale, même si vous ne voulez pas l'avouer sur votre plateau. Réussite totale, je le disais tout à l'heure, on a eu cette impression parce que justement, il y avait une résistance de la part du pouvoir public. Ça, c'était les jours des sit-ins. Les sit-ins, mais même le jour de ville morte, parce que le pouvoir public a essayé de sensibiliser la population à ne pas suivre votre mot d'ordre, ce qui a fait écho. Évidemment, ils ont contribué à faire la promotion de votre mouvement. Cette fois-ci, je crois qu'ils ont compris la leçon. Jusqu'où vous allez aller? Dans votre calendrier des activités à mener contre le régime de Tshisekedi, vous allez aller jusqu'où? Cette question, je viendrai la répondre prochainement. Parce que je vous rappelle qu'on aura plus de 1000 activités. Et là, on n'est qu'à 3. Donc, attendez-vous à tout ce qui va y arriver. Ah oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y aura des activités. Par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est l'activité. Il faut compter déjà dans les 1000. Si vous voyez vous passez, il faut compter. Si vous voyez tel passer, il faut compter. Donc, les activités, il y en aura. Au retour de Bujumbura, certains membres de l'opposition, on a vu la justice s'activer, même si de manière officielle, on ne les dit pas. Est-ce que vous ne craignez pas que certains des leaders de l'opposition s'y retrouvent dans des dossiers où ils doivent répondre devant la justice? On ne craint pas, parce que ce n'est pas seulement les gens de l'opposition, même les gens du pouvoir, ou bien il y a un problème pour justice. On a vu même ici en province. C'est quelque chose qui n'est pas à craindre. On risque de ne pas avoir beaucoup plus de leaders d'opposition en exil, le nombre des exilés augmenté. Moi je vous dis, d'abord c'est les Congo. Il faut voir le peuple avant de voir le leader. Parce que le leader, vous pouvez nous compter 5 personnes. Mais les gens qui marchent, ils ne sont pas 5. Donc ça veut dire même avec une seule personne, la lutte va continuer. Mandela, il n'était pas nombreux. Il a lutté pour ce qu'il est devenu. Donc sur ce, le peuple congolais, ensemble avec les opposants, ils vont y aller jusqu'à voir que les régimes en place puissent respecter notre constitution. C'est juste ça. Très bien. Pour finir avec ce dossier, on a entendu le porte-parole de Lamuka, Prince Epenge, menacer certains de membres de l'opposition. Quiconque osera faire une action contraire à celles qui sont prévues va être dans les visères de l'opposition. Est-ce que vous êtes dans la même vision? Je ne peux pas dire non parce que nous sommes d'une même famille, mais ce qu'il a dit c'est vrai. Aujourd'hui, si nous n'organisons rien, le pouvoir n'organise rien. C'est comme ça qu'il les a mis en garde. Quand on veut faire une activité, par exemple notre marche du 24, il fallait, du 22 plutôt, il faut nous laisser faire notre marche. Il ne faut pas avoir d'autres choses à faire le même jour. Parce mais que ce n'est pas un signe qui montre qu'il y a fissure au sein de l'opposition. Parce que s'il lui commence à mettre en garde d'autres membres de l'opposition... Il n'y a pas fissure. Il n'y a pas fissure. Il n'y a pas fissure parce que s'il est parvenu à dire ça, vous avez vu des images vous-même hier. Juste après notre point de presse, il y a eu les gens de la Mouka qui ont été agressés, Namamipanga, Barikata et tout. C'est peut-être par colère qu'il a pu dire ça. Et moi, je ne peux pas refuser son opinion. Et je ne peux pas l'interdire, surtout sur votre plateau, qu'il est l'un de notre famille et que j'ai vraiment l'intérêt de les protéger comme nous voyons les gens du pouvoir. La semaine dernière, j'avais un membre de l'UDPS sur ce plateau. Il m'a posé une question que je dois vous poser parce que vous êtes de C64. Il a dit, supposons, le 22, vous arrivez devant le palais de la Nation, vous demandez à Tshisekedi de démissionner et qu'effectivement, il vous obéit, il démissionne. Qu'est-ce qui va se passer? La suite viendra après. Comment ça? Vous n'avez pas prévu ça? Vous allez laisser le pays dans l'air comme ça? Nous ne pouvons pas dévaler nos cartouches ici. Non, mais là, ce n'est pas un secret. Là. Attendez. Vous allez amener le peuple vers un objectif précis. Oui. Vous voulez que Tshisekedi démissionne. Vous arrivez, il démissionne. Le peuple doit en avance savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Fayoulou devient président de la République ou bien Kabila revient au pouvoir? Non, ici, on n'a pas dit que Fayoulou sera président. Jusque-là, on ne nous a pas encore parlé d'un président. Alors, vous naviguez à vue? Non, on ne navigue pas à vue. Je suis en train de venir à votre... Qu'est-ce qui se passera si le 22 juillet, Tshisekedi accepte votre demande, il démissionne? Même quand vous posez cette question, c'est parce que peut-être lui-même ne savait pas comment trouver la réponse. Je vais les répondre parce que je sais bien qu'il va me regarder à la télé.
S'il arrivait ça et que M. Tshisekedi devant lui, d'abord, premièrement, il ne va pas nous recevoir. Ça, c'est connu. Parce que la paix a déjà changé les camps. Et deuxièmement, il ne peut jamais accepter. Si quelqu'un est capable de ne pas respecter la Constitution, vous pensez qu'il va vous obéir à démissionnant? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il ne peut même pas arriver à un jour de démissionner, voyant tout ce qui se passe Donc vous savez d'avance que c'est une peine perdue. Ce n'est pas une peine perdue. Nous, on est en train de faire notre travail. On est en train de faire ce qui nous revient de droit, ce que notre Constitution nous demande de faire. Et sur ce, s'il faut répondre à cette question précipitamment, je risque d'entrer dans les mêmes bêtises qu'on reproche les gens qui se trouvent au pouvoir. Comment est-ce qu'on sait que vous êtes sincère avec la population, que vous allez amener à marcher contre les gens qui sont armés? Félix Tshisekedi a fait la même chose que vous quand Kabila était au pouvoir. Il y a eu des morts. Des gens dont jusqu'à aujourd'hui les familles ne sont même pas indemnisées. Félix Tshisekedi disait la même chose que vous maintenant. Comment est-ce que la population va savoir que cette fois-ci, vous êtes sincère et qu'une fois que vous allez renverser Tshisekedi, vous allez au pouvoir, vous n'allez pas lui faire le même tour que Tshisekedi actuellement? Déjà, je ne vais pas le mettre dans des promesses. Je réponds sur un problème déjà qui est sous table. Vous avez vu notre présidium aller voir de l'Union africaine en exercice. Si c'était pour l'intérêt de même des Congolais. Tshisekedi l'a fait aussi à l'époque, il pouvait, je suis en train d'arriver jusqu'à la fin, M. Alain. Il pouvait accepter de dire non, voilà, on peut te donner des conditions qui est un peu si faciles. Parce que ça ne sera pas dans les comptes de tous les Congolais, comme les gens sous-entendent les dire. Ils étaient partis pour leur compte personnel, mais ils se sont retrouvés là-bas que non, il n'y avait pas l'intérêt de la population. C'est comme ça qu'ils ont apposé les conditions à yoté. Et si les peuples veulent qu'on puisse les promettre, ce sera les mêmes peuples qui viendront nous dire non, voilà, vous avez promis ça. Nous refusons d'être dans ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous avait promis que non, les policiers auront Mamiotoka. On fait qu'ils rappellent à ça. Mais nous ne voulons pas être dans ça, nous voulons être pragmatiques. On ne veut pas être dans des promesses stériles. Vous ne répondez pas à la question. Tshisekedi, UDPS, UNC, AFDC, tous ces partis, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont mobilisé la population contre le pouvoir de Kabila. Parmi les militants, beaucoup ont été tués. Il y a des militants qui ont été brûlés au siège de l'UDPS. Ces gens qui manifestaient aux côtés de Tshisekedi, pour eux, ils avaient l'idéal, protéger la Constitution. Cette même Constitution que vous protégez aujourd'hui. Une fois arrivés au pouvoir, au lieu d'honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour protéger cette Constitution à cause de son discours, voilà qu'il veut changer cette Constitution. Maintenant, ma question c'était, quelle différence y a-t-il entre vous d'aujourd'hui et les Tshisekedi d'hier, l'opposant? Comment la population va faire la différence entre vous et ce que Tshisekedi faisait et qui a changé une fois au pouvoir? Déjà, premièrement, ce que la population doit retenir par rapport à ça, c'est que nous faisons des manifestations sans casse, sans trouble et sans pillage. C'est déjà un bon signe qui prouve que si vous êtes sincère, nous sommes sincères, et si nous arrivons au pouvoir, les histoires seront ordonnées et on aura une politique, une meilleure politique pour la RDC. Ça prouve. Papa, on dit souvent qu'on connaît la hauteur d'une maison à travers sa fondation. Et si tu veux faire 4-5 niveaux, profondeur et fondation et Chinisan, non, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui va les prouver que non, quand on sera au pouvoir, les histoires vont se retracer comme eux-mêmes voudront. On parlait du Lolaba tout à l'heure, avant de clôturer totalement avec ça, avant de quitter le Lolaba, on parlait tout à l'heure de la ville de Kolwezi. Il y a une série de difficultés, notamment dans les zones minières. Aujourd'hui, on nous a envoyé ces images à Kamoa, où il y a affrontement entre la police et les agents. Comme on vous a sur ce plateau, on aimerait un peu que vous puissiez commenter ces images. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à l'état actuel du pays? Les troubles ont commencé à la suite du décès d'un des agents de Kamoa à cause de problèmes de sécurité qui ne sont pas à jour dans cette grande entreprise minière. Et donc les agents ont fait beaucoup de revendications pour leur sécurité et pour leur prise en charge. Résultat, il y a la police qui intervient, on chasse les gens avec de l'eau, etc. Qu'est-ce que vous avez à commenter?
Déjà, avec ça, je pense que je vais peut-être anticiper aussi avec une réponse de la question que vous avez parlé par rapport au budget. Oui. Ça fait partie des problématiques qui font en sorte d'abord que notre budget baisse. Parce que quand on signe un contrat pour être un travailleur, on doit nous sécuriser. Ça veut dire qu'ils n'ont pas commencé par revendiquer, ils ont commencé par faire du plainte. Et ils se sont sentis ne pas bien écoutés. C'est comme ça, ça les a poussés à faire la violence. Et s'ils sont arrivés à ça, pourquoi ne pas appeler toutes ces personnes, faire une réunion? Parce que vous êtes une entreprise bien structurée, vous les appelez, vous parlez, qui appelez la police. Et c'est la police, on doit bien l'éduquer aussi. Et la rééduquer en plus. Il y a certaines personnes, je n'ai pas dit tous les policiers, il y a certaines personnes, on les a pris sans formation, c'est eux qui arrivent à faire ce genre de choses. Et c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Parce que si nous mettons aujourd'hui, ils n'ont pas travaillé toute la journée et demain ils ne travaillent pas, ça, on aura quel résultat avec le budget de notre pays? Moi, je pense qu'à ça, ce que je peux donner comme peut-être conseil pour le gouvernement en place, parce que ça nous a déjà aussi arrivé, quand vous envoyez les policiers, il faut leur dire, Monsieur le Bandak Fanyakoul, exactement. Il ne faut pas les laisser dans les tâtonnements. Quand vous les laissez dans des tâtonnements, c'est comme ça, ils arrivent là-bas, avant Bayou et Bayou vrai problème. Et vous allez comprendre qu'après Kouyo Tangara, c'est maintenant, les travailleurs avaient raison. Et là, qui va demander pardon à qui? Et les images restent. C'est quelle connotation que le gouvernement en place peut avoir? Très souvent, quand il y a ce genre de choses, et j'ouvre juste une parenthèse aussi, hein, il y a KCC qui a été scellé à cause des impôts non payés. On ne va pas entrer vraiment dans ça, c'était juste pour donner l'image générale. Quand il y a ce genre de difficultés pour la population, l'opposition est absente. Là, on vous voit mobiliser parce que Tshisekedi veut rester au pouvoir 1 année ou 2 ans de plus. Mais quand il s'agit des problèmes qui touchent les quotidiens des Congolais, vous êtes absent, pourquoi? Non, moi personnellement, je prends mon exemple sur les plateaux. À maintes fois, j'ai déjà été sur place pour défendre cette population. Oui, mais quand est-ce qu'il y aura un sit-in au gouvernorat, à la présidence de la République, pour demander l'amélioration des conditions de vie des Congolais? Déjà, il y a nos représentants qui se trouvent à l'Assemblée, ils le font. Ah, pour ça, ce sont les représentants à l'Assemblée. Ils le font. Mais et pour nous, le pouvoir, non, là, on doit nous tous marcher pour nous faire tuer. Je suis en train d'y arriver, monsieur Alain. Je suis en train d'y arriver. Moi, Lorraine Capen, je prends l'exemple de moi-même. J'ai déjà passé à Medfa, dans vos médias, sensibiliser, donner les pistes de solutions pour les crésers, pour les infrastructures. Vous ne répondez pas à la question. Je ne parle pas de vous. Mais je suis opposante ici, oui, je représente tous les opposants sur le plateau. Mais oui, mais soyons sincères. L'opposition, C64, est-ce qu'il y a C, je ne sais pas, 24 pour les conditions de vie des Congolais? On a baissé le taux du dollar ici, en faisant perdre à la population son pouvoir d'achat. Aucune coalition, aucune pression, zéro sit-in. Mais dès que Tshisekedi a dit « j'ai envie de rester un peu un mandat de plus à la tête du pays », vous voilà mobilisés comme jamais auparavant. Ça donne l'impression que les vrais problèmes de la population, ça ne peut pas vous unir. On vous voit unis maintenant. Fayoulou est prêt à s'associer à Kabila maintenant. Mais quand la population souffre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cette unité de l'opposition pour revendiquer les droits de la population? Je suis en train de revenir à votre question. Je me rappelle en 2020, quand le président était encore... il était président, il était député national. Je pense avec le problème de l'insalubrité à Kinshasa et tout, il s'était réuni au président qui était Kamere pour dire non, voilà les pistes de solutions que nous donnons pour qu'enfin Kinshasa puisse être propre. Et ça, vous voulez qu'on fasse un sit-in et puis on va vous demander, vous allez venir tuer les gens. Mais non, nous les faisons proprement et nous les faisons d'une façon ordonnée. Pourquoi ne pas simplement reconnaître que vous ne prenez pas les mêmes mesures pour tous les problèmes? Je ne peux pas reconnaître ce qu'on ne fait pas. Oui, mais vous ici, ne le faites. Attendez, Madame Lorraine. Nous vivons tous dans ce pays. Aucun jour, le Réuni n'a organisé une manifestation d'envergure du genre de celle que vous avez prévu d'organiser le 22 juillet, où la ville morte pour réclamer les droits de la population. La ville morte que vous avez organisée, le sit-in que vous avez organisé, la marche que vous prévoyez d'organiser le 22 ne sont organisés que parce que vous ne voulez pas que Tshisekedi reste au pouvoir. Vrai ou faux? Faux.
Pas seulement pour qu'ils ne restent pas au pouvoir. Papa, c'est pour que nous puissions d'abord être unis. Aujourd'hui, nous nous sommes déjà mariés. Aujourd'hui, nous avons nos sœurs, nos frères qui se trouvent partout. On ne veut pas que notre Est puisse partir. On ne veut pas de la balkanisation. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, quand on est en train de faire ces sit-ins, c'est par rapport à beaucoup de choses. Entre autres, je peux prendre l'exemple de ma province. Entre autres, l'insécurité, vous venez de parler. C'est de ça qu'il faut parler. Entre autres, nous faisons des sit-ins. Ce n'est pas seulement l'opposition qui est attaquée, c'est tout le monde. Aujourd'hui, les gens ne savent pas quoi mettre sur la dent. Ça fait partie de la vie quotidienne. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de route. Ça fait partie de notre vie. Et vous voulez qu'on fasse comment? C'est une façon de revendiquer aussi une bonne vie de tous les Congolais en faisant des sit-ins, en faisant des marches. Parce que s'il s'agissait seulement de l'affaire de l'opposition, je ne vois pas Papa Kame et Papa Fayoulou laisser ses enfants et tout aller faire ça. Il ne le fait pas pour soi-même, il le fait pour les Congolais. Je ne vois pas ma tata faire ça pour ses 4 enfants. Il le fait pour tout le monde. C'est là qu'il faut comprendre que nous revendiquons ça d'une autre façon. Il le fait à l'étranger, à l'abri. Il ne le fait pas à l'étranger. À mes voyants, c'est lui qui est en train de faire l'opposition. Non, c'est lui qui fait l'opposition à mes voyants. Son frère Délice Sanga, lui, il était au front. Martin Fayoulou, on l'a vu blessé. Matata Pogno, il est bien protégé. On ne sait où. Je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Mais quand même, on parlait tout à l'heure de la sincérité des discours de l'opposition. Je ne vais pas enfoncer les clous, mais avouer quand même que pour ce qui concerne les questions d'eau, d'électricité, des salaires, on parlait tout à l'heure de Kamoa, les conditions de travail, etc., l'opposition n'a jamais été aussi Je ne peux pas accepter. Mobilisée. Mais donnez-nous un fait. Je ne peux pas accepter parce que... De la même valeur, attendez, de la même valeur, manifestation de la même valeur que celle que vous organisez pour empêcher à Tshisekedi de briguer un 3e mandat. Je vous ai dit qu'on a plus de 1000 activités. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'on n'a pas organisé. Qui vous dit que dans les 1000, on ne peut pas organiser ça? Mais la population manque d'eau depuis le début. La population manque des routes depuis le début. La population, vous êtes de Kolwezi, les routes vers les cités, c'est un problème quotidien. La population vit dans l'insécurité depuis toujours. Et on a comme l'impression que vous vous réveillez aujourd'hui, vous, opposition, pour constater que le pays n'est pas bien géré, que quand Tshisekedi veut changer de constitution. C'est ma question tout à l'heure. Si vous le reconnaissez, on passe à autre chose. Non, je ne le reconnais pas. Pourquoi? Nous, on était en train de... C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir, le régime qui a pris le pouvoir. Il a été élu. Il a été élu. Oui. Et il est passé, premier mandat, on était en train de l'observer parce que nous avait promis de faire de grandes choses. On ne pouvait pas quelqu'un prendre le pouvoir maintenant. Du coup, vous êtes en route. Du coup, vous êtes dire avec lui. Et après 7 ans, on a compris que rien ne marche. C'est à ces moments-là qu'on s'est dit... Oui, ça nous a pris 7 ans. C'est comme ça qu'on s'est dit, allons-y et barrons la route au 3e mandat. Comme lui avait demandé à ce que M. Kabila ne passera pas 3e mandat. Lui aussi, ce sont des mêmes slogans qu'on viendra avec. Ne touchez pas à notre constitution. Et il faudra aussi barrer la route à la famine, à l'insécurité. Et au manque d'eau, on croira à la sincérité de l'opposition. Dernier sujet à présent, le budget national revu à la baisse, 7,4% de moins par rapport à ce qui était initialement prévu. On est passé de 22 milliards à 19 milliards. Est-ce une preuve que le pays va dans le gouffre? Oui, c'est une preuve, monsieur Alain. Vous voyez, il y a certaines personnes, qui budget et tout, vous savez, si vous n'arrivez pas à gérer une maison de 7 personnes, c'est difficile de gérer un pays. J'y arrive. Je peux être une maman avec un seau de farine. Je ne connais pas le nombre des enfants que j'ai dans la maison parce que ici chez nous, on est toujours dans les après-près. Après-près autant de personnes. Après-près, il y a un nombre fixe. D'abord, il y a Bantu. Vous voyez? Et vous avez Soyabunga, vous ne connaissez pas le nombre des enfants dans la maison, et c'est vous qui mettez Maï à 3 seaux. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ils avaient commencé avec la sensibilisation, chose que j'ai encouragée, pour d'abord sensibiliser, savoir nous sommes combien. Jusque-là, ce programme est resté, et avec ça, comment notre budget
Itapanda. Aujourd'hui, on a des provinces qui donnaient 25% à budget, qui sont occupées. Comment est-ce que les budgets vont monter? C'est de ça que je parle aussi. J'ai mis aussi accent du dialogue inclusif, que tout le monde doit s'y mettre autour d'une table. Tout ça, c'est suite à l'insécurité. Et on va nous dire ici que makuta ya mingi kunenda kwa insécurité. Papa, moi na chetu kuna shikote ba policier tu veut kunanguka. Shikote ba policier tu veut kunaria. Shikote tu kunaona vile il y a même le ministre Eliezer qui a été interpellé, qui a été appelé à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait des femmes, des policiers, des anciens combattants qui revendiquaient makuta yabo. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Vous allez nous dire quoi? Avec cette révision du budget revu à la baisse, qui a été jugée recevable au niveau du Sénat au cours de cette semaine, le gouvernement a précisé que les priorités vont rester inchangées, ne vont pas perdre, notamment la défense. On ne va pas diminuer d'argent, on ne va pas non plus enlever de l'argent dans ce qui concerne la construction des infrastructures, etc. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, les budgets tels qu'ils sont votés depuis le début, depuis 7 ans maintenant, ils sont respectés et appliqués? Ils ne sont pas respectés, puis il y a un budget imaginaire. Comment ça? Parce que vous allez nous parler des 16 milliards, de autant d'argent. Cette année, on est à 22 milliards. On ne va pas les retomber à les 22 milliards. C'est quand il y a baisse qu'on veut nous faire entendre qu'il y a baisse. Quand il y a Kupanda kwa budget, on arrive à 22 milliards de dollars. Quelle a été les retombées mouchier peuple congolais? Est-ce qu'on avait ma infrastructure il y a bien? Est-ce qu'on avait de l'eau? Est-ce qu'on avait quoi mettre sur la dent? Est-ce que nos professeurs étaient bien payés? Est-ce que les policiers étaient bien payés? Est-ce que les agents de l'État étaient bien payés? Tout ça, ils n'étaient pas bien payés. Mais vous voulez nous parler seulement de baisse et nous dire qu'il est militaire. Militaire, ce n'est que des détournements. Un détournement qui fait en sorte que le budget est une achouka. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dormir, parce que tel a détourné autant d'argent, tel a détourné autant d'argent, et on l'arrête, après on ne connaît pas la suite, Aza père à bateau, Aza responsable, Akobimanaye et tout. Avec ça, on n'aura pas baisse de budget, papa. Donc, comment vous expliquez ou comment vous, à l'opposition, vous comprenez ce qui se passe? Par exemple, on a deux cas. Au ministère de la fonction publique, par exemple, l'actuel ministre Liaou a, pendant ses premières années au gouvernement, travaillé à enlever les fictifs dans le fichier. Donc on a supprimé les fictifs, mais à la fin de la course, au lieu que l'enveloppe salariale de fonctionnaires puisse diminuer, ça a plutôt augmenté. Au point que même le président de la République au Conseil des ministres s'est étonné de voir comment on enlève les gens d'un fichier de paye, mais le résultat augmente. Comment vous jugez ça, vous, de l'opposition? C'est ce qu'on appelle manque de bonne gouvernance, parce que quand on est appelé à diriger, il faudrait à un moment passer aussi au séminaire, aux formations, pour bien faire les choses. On a compris que ces régimes n'étaient pas préparés pour avoir le pouvoir. Parce que ce qui se passe, c'est inacceptable. Ce n'est pas ce qu'on devait voir après 37 ans de l'opposition. On pouvait voir plus que ça. Mais ce qu'on est en train de voir, je ne sais pas ce qu'on est en train de mettre dans les chefs de nos enfants qui aspirent d'être ministres aussi demain. C'est voler, détourner, mentir ou bien quoi. Et on met nos enfants en difficulté. Le budget global, il était de 22 milliards de dollars. Je vais faire une sorte de parallèle avec ce qui s'est passé au Sénégal. Quand le nouveau président est arrivé, il a constaté que le président Macky Sall avait maquillé les comptes. Il affichait de recettes et un budget assez élevé, comme si le pays avait de l'argent. Pourtant, le pays était extrêmement endetté. Est-ce que vous pensez, et tout ça sous couvert des institutions internationales qui félicitaient la gestion de Macky Sall, est-ce que vous pensez que la RDC est dans le même cas pour ce qui concerne la gestion des finances? Bien sûr que oui, je pense que nous sommes dans les mêmes cas. Et si nous ne tirons pas attention, on va rentrer mon 4 milliards, oui. Avec tout ce qui se passe, on va rentrer mon 4 milliards. J'en suis certaine. Parce que ça, ce sont des échappatoires. Ils ne savent plus encore
nous mettre dans l'art qu'ils nous avaient déjà mis et nous dire, voilà, on va maintenant leur dire la vérité. Il ne faudrait pas qu'ils découvrent d'eux-mêmes. Nous voulons nous repentir en commençant par baisser d'abord notre budget et puis le reste viendra. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Dans les priorités qui ne vont pas être touchées ou impactées par les 7% de moins de cette rectification, il y a notamment l'emploi des jeunes que le président de la République maintient à sponsoriser. Pourquoi vous souriez? Vous n'y croyez pas? L'emploi des jeunes. Ben oui, c'est parmi les priorités auxquelles le gouvernement ne veut pas toucher malgré la baisse du budget. D'abord, les jeunes n'ont pas de travail. À tout dans la cage. Ça, je comprends que il est paquet, il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes qui investir, il est paquet, il y a des villes, il y a des chocage. C'est ce qu'il devait nous dire. Parce que quel jeune travaille ici? À part seulement les familles telles qui travaillent. C'est là que je voulais, M. Alain, permettez, faire comprendre à tous les jeunes qui se disent c'est vrai. Dites-moi qui était le papa de Patrice Emery Lumumba. Dites-moi votre papa. Il a fait quoi dans les pays? Peut-être il était une grande personnalité, mais on ne connaissait pas. Mais on va connaître Patrice Emery Lumumba. On va parler ici de Maman Fifi Masuka. Est-ce qu'on connaît les parents de Maman Fifi Masuka? On ne connaît pas. C'est elle qui a lutté pour être ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Si nous, la jeunesse, nous ne nous lèvons pas aujourd'hui, ce sont les enfants de ces autorités qui vont nous imposer quand ils vont chercher à changer la classe politique. Et nous ne comprenons pas ça. Oui. Voilà, on a parlé de nous qu'on ne va pas toucher notre paquet. Mais qui est ces jeunes qui travaillent? C'est une chose positive. Positive, mais nous travaillons ou pour qu'on ne touche pas ça. Oui, mais le président de la République et le gouvernement dit, en fait, tout ce qui était prévu pour la promotion de l'emploi des jeunes, ça va rester en place, on va financer, etc. Pourquoi vous n'y croyez pas? Vous êtes pessimiste. Je vais essayer de croire parce qu'il y a un budget 3% de la génération future. C'est de ça qu'il fallait nous dire. Donc il est à génération future, il t'a génération future parce qu'on n'a pas de travail. Génération future, il y a 3% la touche comme redevance et tout. Qui en bénéficie? Personne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous entendez toujours parmi les priorités que le gouvernement compte maintenir malgré la baisse du budget, la défense, alors que on a des images qui nous viennent de front où on a des militaires qui se plaignent ils ne sont pas bien outillés, il manque beaucoup de choses au front. Pourtant, les discours officiels du régime, c'est que l'armée a tout ce qu'il faut. Est-ce que vous pensez que le secret d'État qu'il y a sur le budget alloué à l'armée permet le détournement de fonds de la défense? Ici, on ne peut pas parler de l'argent dédié aux défenses. C'est l'argent dédié au détournement. Parce que nous voyons eux-mêmes qui sont là-bas. Ils nous disent qu'ils ne mangent pas. Ils ne sont pas bien armés. C'est eux qui sont là-bas. Maintenant, cet argent, vous allez louer. Vous allez les envoyer comment? Et par quel canal? Parce que déjà, à l'Est, vous ne partez pas. À l'Est, vous savez tout ce qui se passe, tous, et vous et nous voyons ça sur les réseaux sociaux. Vous allez envoyer ça par quel canal? Je vous dis, papa, on va nous rappeler, on va nous dire que non, il m'a coûté de détourner quoi telle personne. Il se prépare pour détourner seulement, et là, détourner. Détourner comme vous voulez. Vous ne croyez pas à cet investissement dans la défense? Il n'y a pas d'investissement, papa. Il y a seulement préparé comment détourner l'argent. Ils vont investir dans quoi? On a fini, Madame Lorraine. Juste en un mot, s'il y a dialogue et que demain on vous propose les postes au gouvernement, l'opposition est prête à participer à un gouvernement d'union nationale? Je ne sais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas du présidium. Vous n'êtes pas du présidium? Oui. Seul le présidium peut répondre. Peuvent réfléchir sur ça. Ok, ça laisse un suspense. En tout cas, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes cadre du LGD, parti d'opposition de Matata Pognon. Politico de ce vendredi est terminé. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end. À voir et revoir quand et où vous voulez sur l'application du groupe Canal+, et sur nos réseaux sociaux. On fixe un rendez-vous le vendredi prochain, Dieu voulant. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Au revoir. Merci.